Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie du cours d'exobiologie à la recherche de la vie dans l'univers. Et cette fois-ci, nous allons traiter des exoplanètes. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous voulez m'envoyer un message sylvain.chaty@u-paris.fr. Alors, dans ce cours, nous allons successivement passer en revue tout d'abord la formation planétaire, avant de nous attaquer au système solaire, de décrire comment se fait la détection d'exoplanètes, de détailler leurs propriétés, avant de parler de zones d'habitabilité et des atmosphères d'exoplanètes, et nous finirons avec les observations. Donc, en premier lieu, lançons-nous sur la formation planétaire. Comment se forment les planètes? Eh bien, nous avons de la chance aujourd'hui, car grâce à l'interféromètre radio ALMA, composé de 67 antennes radio qui se trouvent sur le plateau de Chajnantor au Chili, eh bien, nous avons aujourd'hui de l'imagerie radio de disques où se forment des planètes. Et là, vous voyez en particulier de jeunes étoiles qui sont en train de naître avec des disques protoplanétaires autour qui en fait se fragmentent, comme vous voyez ici, en anneaux. Et bien, dans ces anneaux, c'est exactement là que se forment les planètes. Là où vous voyez moins d'émissions dans le disque, c'est parce que les planètes qui commencent à faire le ménage sur leur orbite, c'est-à-dire qu'elles accrètent de la matière. Et là, typiquement, vous voyez, si on avait le Soleil ici, vous voyez à cette distance-là, où se forment les planètes, c'est-à-dire la distance de Neptune, donc aux confins du système solaire. Donc ça, il s'agit là de l'étoile V883 d'Orion. Un autre exemple, ici, encore plus clair, vous voyez des trous ici dans le disque, là où se forment les planètes, ça c'est TW Hydrae. Et enfin, cette image Hachette-Ori qui est assez fabuleuse, vous voyez là une petite dizaine de trous dans le disque, avec l'échelle, vous voyez ici, ça fait 14 fois la distance Terre-Soleil. Donc, voilà, on a différents exemples, comme cela, de disques où se forment les planètes. Un autre exemple ici, c'est un disque protoplanétaire, avec une structure en spirale, que vous voyez très bien ici. Ça, c'est des images acquises à l'ESO, sur le télescope VLT, avec l'instrument sphère. Et là, il s'agit de HD 97048, avec des arcs concentriques. Ici au milieu, HD 135-344B avec des bras en spirale. Et enfin à droite, RxJ 1615 et vous voyez des anneaux. Un autre exemple ici, on a une jeune étoile qui est HD 163-296 et un disque protoplanétaire qui est fragmenté en anneaux. Ça, c'est des images à la fois ESO et ALMA. Là, vous voyez très bien les anneaux avec les trous dans ce disque protoplanétaire où se forment les planètes. Et là, vous avez une vue d'artiste qui vous montre en fait ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire que dans ces trous, on a la formation de deux planètes géantes avec des gaps, des trous, à 60, 100 et 160 unités astronomiques, donc assez loin de cette étoile. On estime l'âge de cette formation à peu près 5 millions d'années et ce système se trouve à peu près à 400 années-lumière de nous. Un autre exemple ici avec une spirale de gaz en bleu et un anneau de poussière en rouge autour de l'étoile jeune AB Aurigae, avec du cocher. Ça, c'est pris avec ALMA. Et donc là, c'est la formation de deux planètes géantes à 30 unités astronomiques, c'est ça qui génère la spirale. Et à 80 unités astronomiques, ça va confiner l'anneau de poussière. Donc là, on a la formation de deux planètes autour de cette étoile. Ici, c'est une planète chaude qui est en formation autour de l'étoile naine jeune PDS 70. On estime l'âge là à 10 millions d'années. Il se trouve à distance de 370 années-lumière. Encore une fois, une image acquise avec sphère, à l'ESO, au VLT. Ici, c'est une étoile jeune, HD 142-527, qui est vue en polarisation avec ALMA. Donc, je vais vous montrer l'image de polarisation. Donc là, c'est la direction du champ électromagnétique qui est indiquée. Et on détecte même des grains de poussière dont on peut estimer la taille inférieure à 150 microns. Donc là, on est vraiment dans la formation des embryons des petits
comme des petits galets, si vous voulez, qui vont ensuite former des planétoïdes avant de former de vraies planètes. Voilà, donc là je vous ai montré un petit florilège de formations planétaires. On peut en voir plein. Et là vous avez par exemple un exemple avec plusieurs étoiles et autour des disques protoplanétaires à l'intérieur desquels se forment des planètes. Alors, évidemment, je ne vais pas détailler tout ça, mais vous en avez plein maintenant connus dans la littérature. Vous avez même cet exemple-là qui est assez joli. Ça, c'est un disque protoplanétaire circumbinaire, c'est-à-dire que c'est autour d'un système binaire, un couple d'étoiles. Et donc, on l'a même appelé Tatooine, en référence au film que vous connaissez. À gauche, vous avez cette orbite binaire avec non aligné avec le disque, c'est l'orbite qui est ici. Ça, c'est HD 988-00b avec une phase orbitale de 315 jours. Et à droite, vous avez des orbites alignées avec le disque. Ça, c'est Akasco. Donc, ça, c'est deux exemples en fait, de disques planétaires type Tatooine avec une phase orbitale de 13,6 jours. Donc là, vous voyez, l'orbite de système binaire n'est pas alignée avec le disque planétaire, alors que là, l'orbite est alignée avec le disque planétaire. Et là, c'est une vue d'artiste de ce que ça donnerait si vous avez une planète qui se trouve en formation autour de ces deux étoiles, de ce couple d'étoiles qui est en train de se former. Alors, c'est bien beau tout ça, ça fait de belles images, mais comment est-ce qu'on forme ces planètes? Alors là, vous voyez l'étoile qui est en train de naître, et là, vous voyez toute cette poussière qui se trouve autour, c'est ça les anneaux de disques protoplanétaires que nous voyons jusqu'à maintenant. Et ici, en fait, vous avez le disque interne qui est gazeux avec les corps glacés qui sont en train de s'évaporer. Et là, vous avez un disque formé de gaz et de poussière avec des corps glacés qui vont migrer. Là, vous avez du gaz monoxyde de carbone et du gaz d'eau. Et ensuite, plus loin, vous avez toujours du gaz monoxyde de carbone, mais par contre, vous avez de la glace d'eau. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle la snow line, la ligne de neige. Plus près de l'étoile, il fait plus chaud, donc vous avez sublimé la glace d'eau, c'est donc du gaz. Plus loin, il fait plus froid, vous avez encore de la glace. Et donc là, vous avez cette zone de formation de corps glacés. Et vous voyez l'échelle, hein, on part ici donc, de 0 unité astronomique, là on est à 0,3, donc la Terre se trouve par ici à 1 unité astronomique, et ici on arrive jusqu'à 10 unités astronomiques. Voici un exemple ici, ça c'est plutôt une simulation où vous voyez ce gaz en bleu et la poussière en rouge à l'intérieur d'un disque planétaire pendant la formation en fait d'une planète. Et donc on voit cet anneau brillant de poussière qui est en train de se former. Et en fait cette formation se fait comme cela. Alors là vous avez un schéma de formation où vous allez avoir des petits grains qui vont se former avec une dérive lente dans le système, ou alors des gros grains qui vont migrer vers l'extérieur pour certains et vers l'intérieur pour d'autres. Et ça, c'est ce qu'on appelle les pièges à poussière qui vont permettre de former les planètes dans les anneaux. Alors, si on détaille un peu plus ça, vous avez donc ici l'étoile, vous avez tout ce disque protoplanétaire, et vous avez donc cette ligne de neige qui se trouve ici, qui est à 150 Kelvin. Donc, entre l'étoile et la ligne de neige, on sublime le gaz, donc il n'y a que du gaz d'eau, H2O. Par contre, plus loin, on peut avoir de la glace d'eau. Et donc, la formation de planètes géantes se fait plus loin que cette ligne-là. Et par contre, ici, vous avez la croissance des grains avec des petits grains qui vont s'agglomérer à d'autres petits grains, former des grains de plus en plus gros, jusqu'à former des petits planétoïdes. Plus loin, vous avez de la glace, plus près, vous avez du gaz. Et vous avez une interaction entre le gaz et la poussière, entre les deux ici. Donc ça, c'est la structure physico-chimique d'un disque protoplanétaire, dont l'âge est situé entre 1 et 5 millions d'années, autour d'une étoile de type solaire. Et donc on a une formation typique là, d'un anneau, d'un disque protoplanétaire avec des anneaux où vont se former les planètes. Voilà pour la formation stellaire et planétaire. Nous allons maintenant détailler la formation du système solaire. Détaillons maintenant les caractéristiques de notre système solaire.
Le système solaire est formé du Soleil et de plusieurs planètes. 4 planètes telluriques qui sont des planètes donc petites et rocheuses, et 4 planètes géantes qui sont des planètes grosses et gazeuses. Dans ce système solaire, il y a aussi beaucoup d'autres corps. Évidemment, il y a beaucoup de poussière, il y a des astéroïdes, il y a des planètes naines, comme Pluton par exemple, et puis il y a aussi des comètes. Vous voyez ici que les planètes telluriques sont vraiment beaucoup plus petites que les planètes géantes. En particulier, relevons que la Terre est 10 fois plus petite que Jupiter, qui elle-même est 10 fois plus petite que le Soleil. Donc là, c'est à l'échelle au niveau des tailles, mais pas au niveau des distances. Et maintenant, regardons cette image où là, les planètes ne sont pas du tout à l'échelle, mais au moins ça vous montre les différentes caractéristiques. Avec Mercure, qui est une planète avec une atmosphère très très ténue et qui était très près du Soleil, donc chauffée à 450 degrés côté jour et moins 150 degrés côté nuit. Vénus, qui est recouverte d'une grosse couche de nuages très très épaisse, une atmosphère très épaisse avec une température au sol de 450 degrés, 90 fois la pression atmosphérique terrestre et une composition d'acide sulfurique avec des pluies d'acide sulfurique. La Terre, vous la connaissez. Mars est une planète qui est un peu plus petite que la Terre, avec une atmosphère très très ténue, qui correspond, sa pression atmosphérique au sol correspond à la pression atmosphérique que vous auriez à 50 km d'altitude au niveau de la Terre. Donc ça, c'est des planètes telluriques, des planètes rocheuses, petites. Ensuite, on passe dans le domaine des planètes géantes, planètes gazeuses, qui sont composées principalement d'hydrogène et d'hélium. Donc la plus grosse, c'est Jupiter, ensuite Saturne, et Uranus et Neptune. Ce qu'on va voir, c'est que le système solaire n'est pas très représentatif de l'ensemble des exoplanètes qu'on a découvertes depuis 1995. Ça, c'est un diagramme très intéressant qui montre le diamètre des corps dans le système solaire par rapport à la masse volumique. Et on voit tout de suite une particularité de notre Terre, c'est que la Terre a l'une des masses volumiques les plus grandes. Elle n'a pas un diamètre très très grand, 12 800 km de diamètre. Par contre, elle a une grande masse volumique de quasiment 5,5 grammes par centimètre cube, suivi de près par Vénus et Mercure. Ensuite, il y a les autres planètes, Mars et la Lune, Io et Europe. Vous voyez que les planètes géantes sont très grandes mais très peu denses, exactement comme le Soleil. Ici, il y a une série de planètes naines, incluant Pluton. Là, on a les comètes qui sont petites et avec une masse volumique très faible, parce que très poreuse. Puis on a des astéroïdes qui sont aussi petits, mais avec une grande masse volumique, parce que beaucoup de métaux. Voilà, c'est un diagramme très intéressant qui vous montre un petit peu cette diversité de corps qui se trouve présent dans le système solaire. Aujourd'hui, dans le système solaire, nous recherchons une 9e planète qui, en fait, on se rend compte que si vous regardez là quasiment l'ensemble du système solaire, on se rend compte qu'il y a plein de corps, dont des corps assez massifs, comme Sedna par exemple, qui se trouvent tous du même côté du système solaire. Et donc on se dit que peut-être qu'il y a de l'autre côté une planète, qui pourrait être la 9e planète du système solaire, qui contrebalancerait la gravité de tous ces corps-là. Donc ça c'est le système solaire qui est ici, vous voyez un zoom là, là c'est tous les corps que je viens de vous montrer, et ça pourrait être l'orbite de la 9e planète qui tournerait avec une très grande période orbitale et une orbite excentrique autour du Soleil. Alors je vous ai dit tout à l'heure que le système solaire était plutôt atypique. En quoi est-il atypique? Eh bien, parce que, regardez, ça c'est le système solaire, vous avez le Soleil, les 4 planètes telluriques, les 4 planètes géantes. Et bien maintenant, regardons la plupart des exoplanètes qui sont découvertes. On a l'étoile, des planètes chaudes, géantes, situées très près de l'étoile, et puis plus loin, ce qu'on appelle des Jupiters froids, avec des planètes aussi géantes, mais qui sont bien plus loin. Donc au lieu d'avoir des planètes telluriques proches et des planètes géantes lointaines, les systèmes stellaires typiques sont plutôt caractérisés par des planètes géantes situées très près de l'étoile et des planètes géantes situées beaucoup plus loin.
Voilà, nous allons maintenant décrire comment on détecte les exoplanètes. Nous allons maintenant décrire comment nous détectons les exoplanètes. La première chose à dire est que les exoplanètes sont difficiles à détecter. Pour une raison très simple, c'est que une planète est très peu brillante, des milliards de fois moins brillante que l'étoile à côté de laquelle elle tourne. Donc la détection directe est extrêmement difficile à cause de la différence de contraste et à cause aussi du fait que la planète se trouve très très près en ligne de visée de l'étoile. Et donc c'est très difficile de la détecter. La première détection d'exoplanètes, contrairement à ce qu'on pense parfois, a été effectuée avant 1995, en fait autour d'un pulsar. Qu'est-ce que c'est qu'un pulsar? C'est une étoile à neutrons, donc une étoile en fait massive qui s'est effondrée en étoile à neutrons, qui tourne très vite sur elle-même et qui a un champ magnétique très fort. On l'appelle PSR B1257 plus 12, et autour on a trouvé 3 planètes. Donc voici cette planète, ce pulsar ici avec les 3 planètes. Par comparaison de taille, vous avez ici le Soleil avec la Terre qui est ici. Et en fait, on va se rendre compte que c'était la première détection de planètes autour d'une étoile, mais en fait une étoile dite dégénérée. Donc pas une vraie étoile. C'est pour cela que souvent on met la première détection d'exoplanètes en 1995, lorsqu'on va découvrir une planète qui s'appelle 51 Peg B autour d'une étoile qui est encore en train de vivre. Donc voilà, donc les méthodes de détection, il y en a 4 principales que je vais détailler. La vitesse radiale, les transits planétaires, l'imagerie directe et finalement le micro-lensing. Commençons donc avec la vitesse radiale. Qu'est-ce que c'est que la vitesse radiale? Eh bien, c'est uniquement, tout simplement dû au fait que lorsque vous avez une étoile, eh bien, elle va tourner sur elle-même, autour de son centre de masse, autour de son centre en fait. Si vous avez une planète autour, cette planète va perturber le mouvement de l'étoile. Elle va faire que l'étoile, elle va bouger autour d'un centre commun de masse entre la planète et l'étoile. Et comme nous, on ne voit pas l'étoile, en fait, ce qu'on va voir, on ne voit pas la planète, ce qu'on va voir, c'est l'étoile qui tourne autour de centre commun de masse entre l'étoile et la planète. Donc la planète perturbe le mouvement de l'étoile, et cette perturbation est en fonction du rapport de masse entre l'étoile et la planète, et aussi en fonction de la période orbitale. Si la planète tourne en 3 ans autour de l'étoile, on va avoir un mouvement d'étoile qui va durer 3 ans. Évidemment, si la planète est plus massive, le mouvement est plus perturbé, ça va être moins massif, le mouvement est moins perturbé. Donc ça, c'est ce qui se passe avec la Terre et le Soleil, par exemple. La Terre perturbe le mouvement du Soleil. S'il n'y avait aucune planète, aucun corps autour du Soleil, le Soleil tournerait autour de son centre. Mais comme il y a des planètes, eh bien, le Soleil va tourner autour du centre commun de masse entre le Soleil et les autres planètes. Donc, qu'est-ce qu'on voit, nous? On voit, évidemment, on regarde dans la ligne de visée. C'est-à-dire, ce qu'on va voir, c'est la perturbation dans cette ligne de visée. Imaginons que la planète tourne sur un plan qui est perpendiculaire à la ligne de visée, on ne verrait pas de déformation, on ne verrait pas de perturbation du mouvement de l'étoile. Par contre, si l'orbite est parallèle à la ligne de visée, alors là, la déformation, la perturbation va être maximale. Donc en gros, voilà ce qu'on voit. Imaginons que l'orbite est parallèle à la ligne de visée. Vous allez voir que l'étoile vient vers vous, s'éloigne de vous. Vient vers vous, s'éloigne de vous. Voilà un petit schéma qui représente ça, avec une orbite qui est parallèle à la ligne de visée. Vous avez la planète qui est ici, l'étoile qui est là, et vous voyez que lorsque la planète s'éloigne ou se rapproche, eh bien, on va voir que en spectroscopie, les raies de l'étoile vont aller vers le rouge ou vers le bleu, vers le rouge ou vers le bleu, vers le rouge quand l'étoile s'éloigne de nous, vers le bleu quand elle s'en rapproche. Et donc ça fait un mouvement périodique
qui est tout simplement due à la rotation de la planète par rapport à l'étoile. Donc voici par exemple, là on a 3 exemples avec un spectre qui est au repos, avec des raies qui sont là où elles doivent être. Lorsque l'étoile s'éloigne de l'observateur, on a un décalage des raies vers le rouge. Lorsque l'étoile s'en rapproche, décalage des raies vers le bleu. Alors évidemment, ça c'est un cas simple. Dans un cas un peu plus compliqué, on peut avoir beaucoup de raies, tel ce spectre-là. Alors, appliquons ce cas-là au Soleil, par exemple. Là, vous avez le Soleil, là, vous avez Jupiter. Eh bien, le centre de masse, on va dire qu'il est là. La période de Jupiter, la période orbitale de Jupiter autour du Soleil est de 12 ans, avec une vitesse de Jupiter de 13 km par seconde sur son orbite. Eh bien, le Soleil va décrire une ellipse autour du centre de masse, avec une période de 12 ans, pareil, et une vitesse de 12 mètres par seconde. Donc, 1000 fois plus faible, la vitesse, que celle de Jupiter. C'est normal, puisqu'elle décrit un cercle qui est beaucoup plus petit. Donc ça, c'est s'il n'y avait que Jupiter. Regardons, dans les faits, le mouvement du centre de masse du système solaire par rapport à la position du Soleil. Ça, c'est le noyau solaire. Ça, c'est la surface solaire. Et là, vous voyez la trajectoire du barycentre qui est assez compliquée. Ça part 1945, 1948, 1950, 51, 52, etc., etc., 59, les années 60, en vert. On est en orange dans les années 70, en rouge dans les années 80, 90, on est en rose. Vous voyez que le centre de masse, il est parfois dans le Soleil, parfois à l'extérieur. Et le calcul du centre de masse doit inclure l'ensemble des masses de tous les corps qui sont dans le système solaire. Donc c'est cette perturbation qu'on détecte quand on utilise cette méthode de vitesse radiale. Eh bien, c'est comme ça qu'a été détectée la première planète autour d'une étoile. Cette fois-ci, je parle d'une étoile, une vraie étoile, on va dire, une étoile normale, une étoile qui vit sa vie d'étoile. Pas une étoile à neutrons, pas un pulsar. Ça, c'est donc la découverte de la première planète extrasolaire, qui est une étoile massive, une géante gazeuse qui fait à peu près la moitié de la masse de Jupiter, mais qui est proche de son étoile, avec une période orbitale de seulement 4 jours. Jupiter tourne autour du Soleil en 12 ans. 51 Peg B, qui fait la moitié de la masse de Jupiter, tourne autour de son étoile en 4 jours. On peut comparer encore avec Mercure, qui tourne en 88 jours. Et je vous dis tout à l'heure, Mercure, elle est déjà chauffée à 450 degrés sur la face qui regarde le Soleil. Donc imaginez cette planète qui tourne en 4 jours autour de son étoile, eh bien il y a une face qui brûle à 1500 degrés. Cette planète a été découverte en septembre 1995 par deux Suisses, Mayor et Kielos, qui d'ailleurs ont obtenu le prix Nobel pour la découverte d'exoplanètes, après un suivi systématique de la vitesse de plusieurs centaines d'étoiles à l'Observatoire de Haute-Provence dans le sud de la France. Et là, vous avez la courbe de vitesse radiale, qui est la vitesse en mètres par seconde en fonction de la phase. Donc là, vous avez une orbite entière. Et vous voyez, les points sont entachés d'une certaine erreur, mais ça, c'est normal dès qu'on fait une observation. Alors, au début, les astronomes et la communauté scientifique s'est dit, bon, cette détection est tout de même un peu étrange. Détecter une planète type Jupiter très proche de l'étoile, probablement que c'est une exception. Et il s'est avéré qu'en fait, 4 mois plus tard, deux astrophysiciens, Marcy et Butler, découvrent deux corps de presque 3 et 6 fois la masse de Jupiter, près de deux autres étoiles. Donc, ce sont des planètes géantes, gazeuses, qui sont très près de l'étoile, qui sont finalement, bien sûr, peu propices à la vie. Après, on peut imaginer qu'elles aient des satellites où la vie peut se former, pourquoi pas, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y avait un dogme qui tombait là. Le dogme de la formation planétaire qui ressemble au système solaire. Ben non. La plupart des systèmes planétaires détectés ne ressemblaient pas au système solaire. J'en viens maintenant
au transit planétaire, la deuxième méthode de détection. Qu'est-ce que c'est qu'un transit? Eh bien, c'est tout simplement une éclipse. C'est-à-dire qu'on va détecter l'ombre de la planète qui va passer devant l'étoile. C'est une mini-éclipse, on appelle ça aussi une occultation. Et donc évidemment, on ne voit pas la planète. Le contraste est trop grand. Donc ce qu'on va voir, c'est une luminosité moyenne de l'étoile. Dès que la planète passe devant, la luminosité baisse, et dès que la planète s'en va, la luminosité remonte. Et comme la période est orbitale, eh bien, à chaque période, à chaque fois que la planète passe devant, on va voir une chute de la luminosité. En gros, quand on voit qu'une chute de luminosité, on se dit qu'il y a peut-être une planète, mais il faut voir 2, voire 3 chutes de luminosité avec la même période orbitale pour se dire qu'il y a vraiment une planète qui tourne autour. Cette variation de luminosité est proportionnelle au rapport de surface entre la planète et l'étoile. Imaginons que la planète fasse la taille de l'étoile, eh bien on aurait une luminosité qui tomberait à 0. Enfin, pas complètement à 0 parce que la planète elle-même peut émettre un petit peu de lumière, mais en tout cas elle chuterait énormément. Et évidemment on n'a qu'un transit par orbite. Donc voilà ce qu'on voit typiquement, on a la planète qui passe devant et on va avoir cette chute de luminosité. Et alors ce qui est intéressant, et c'est déjà ce qu'on voit dans ce diagramme, c'est que lorsque la planète commence à entrer sur la ligne de visée devant l'étoile, on a une chute de luminosité qui est plus ou moins rapide et qui peut dépendre de plein de paramètres, dont la présence d'une atmosphère sur la planète. Donc on a des variations photométriques qui sont très faibles, qui peuvent aller du centième au 10 millième, ce qui veut dire que c'est des fois compliqué à détecter. Par exemple, on peut imaginer que sur la Terre occasionne, on ne le voit pas parce qu'on est sur Terre, mais si on était ailleurs, on pourrait voir un transit qui durera à peu près une dizaine d'heures, tous les 365 jours, de la Terre sur le Soleil, avec un flux qui serait de 0,01%. 51 PEC B, il y a un transit qui dure à peu près 3 heures, tous les 4,5 jours. Et donc, vous voyez, ça c'est le transit de Jupiter devant le Soleil, c'est le transit par comparaison de la Terre. Vous voyez, c'est tout petit. Le premier transit observé a été sur HD 209-450. Là, vous voyez, ça c'est le flux. En fait, on est à 15 pour 1000, donc 1,5% de variation de luminosité de l'étoile qui se fait en à peu près 3 heures environ. Voilà, ça c'est le flux relatif que vous avez avec ici les barres d'erreur. Donc ces épisodes de transit, encore une fois, sont très intéressants parce que là, typiquement, on peut donc observer la planète. On peut observer, enfin, ce qu'on observe, c'est l'ensemble de la lumière, c'est-à-dire que cette lumière vient de l'étoile et de la planète. Donc, lorsque la planète n'est pas encore en transit, si on fait un spectre, on a un spectre de l'étoile et de la planète. Lorsque la planète est derrière, on peut faire un spectre juste de l'étoile. Et donc, si on fait la différence entre les deux, eh bien, on a le spectre de la planète. C'est pour ça que c'est un outil très puissant parce qu'on peut à la fois avoir le spectre de l'étoile et puis, par une simple soustraction du spectre, on a le spectre de la planète. Voilà, donc ça c'est une autre représentation. Et donc on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, lors de la chute de luminosité ou de l'augmentation, on a des informations sur la présence d'atmosphère, la présence même d'anneaux sur la planète, la présence de satellites ou la présence de taches sur l'étoile. Ça, c'est vous voyez ici l'histogramme de détection de ces exoplanètes avec des transits. On voit qu'en fait, c'est plus facile de détecter des planètes qui ont de courtes périodes orbitales puisqu'elles repassent très souvent en transit devant l'étoile. Ça, c'est les rayons de la planète en fonction de leur masse et on voit qu'on détecte des planètes qui ont plutôt des rayons assez grands, de l'ordre de 1 à 1,5 rayons de Jupiter, avec des masses qui sont de l'ordre de la masse de Jupiter. Donc on détecte majoritairement des géantes gazeuses et plutôt de faibles périodes orbitales, les longues périodes étant plus dures à observer parce qu'il faut observer pendant plus de temps. Voilà, on peut donc caractériser, comme je l'ai dit, l'atmosphère des exoplanètes en ultraviolet, en optique, en infrarouge. On a détecté plein de raies différentes qui sont en fait les raies qui sont présentes dans l'atmosphère de ces exoplanètes. Et si on veut savoir s'il y a des singularités dans l'atmosphère, pour savoir s'il y a par exemple des molécules organiques, s'il y a du CO2, s'il y a de l'eau, s'il y a de l'ozone, eh bien il faudra observer
dans différents domaines de l'environnement. Et ça permet ainsi de caractériser l'atmosphère elle-même grâce à ce transit et grâce à cette soustraction de spectre entre l'étoile et la planète. On pourra avoir une information sur la température, la pression, la variation de température avec l'altitude, la variation d'abondance, c'est-à-dire de composition avec l'altitude, la vitesse du vent, la vitesse de rotation et même le taux d'échappement, la vitesse d'échappement des particules dans l'atmosphère. Donc on a plein de propriétés qui sont acquises comme ça grâce à l'observation des transits. Décrivons maintenant l'imagerie directe. L'imagerie directe, c'est la troisième méthode de détection d'exoplanètes. Et là, par exemple, vous avez la première image d'exoplanète avec une étoile qui fait seulement 25 fois la masse de Jupiter. C'est une étoile de très faible masse. Et la planète qui fait 5 fois la masse de Jupiter. Ça, c'est plutôt ce qu'on appelle une naine brune, c'est-à-dire une étoile avec une très faible masse. Et donc, vous voyez en particulier que la distance entre l'étoile et la planète est très grande, 55 unités astronomiques. Et oui, puisque vu que le contraste est plutôt en défaveur d'une détection, ben, il vaut mieux que la planète soit loin pour pouvoir la détecter. Et typiquement, ben, vous voyez ici le système solaire avec le Soleil, Jupiter et Saturne, Uranus et Neptune. Et bien là, en rapportant à l'échelle, vous voyez la naine brune. Et vous voyez ici la planète candidate qui est très très loin, en fait, aux confins du système solaire. C'est la seule façon qu'on a de détecter directement une exoplanète. Alors on a le cas aussi de Fomalhaut, qui est une étoile qui est visible dans l'hémisphère sud. C'est une étoile jeune, on pense qu'elle a de l'ordre de quelques centaines de millions d'années, qui est entourée d'un anneau excentrique, probablement formé de poussière et de glace, d'une taille de 2 milliards de kilomètres, à une distance de l'étoile d'à peu près une vingtaine de milliards de kilomètres. On ne sait pas trop, mais probablement qu'elle résulte d'exocomètes. Et là, vous avez une très belle image ALMA en orange et HST ici en bleu. Donc on a évidemment, avec HST, on a enlevé la partie centrale ici. Et bien sur Fomalhaut, on a un disque de poussière, 133 unités astronomiques. Et en fait, on détecte, alors je ne sais pas si on voit très bien ici, mais on détecte sur des images une planète qui fait moins que 3 fois la masse de Jupiter, sur une distance de 119 unités astronomiques, avec une période orbitale de 870 ans. Donc ça, c'est une image HST, Gemini et Keck. Vous voyez ici la position de l'étoile. Évidemment, on a caché, avec ce qu'on appelle un coronographe, on cache la lumière des étoiles, ce qui fait qu'on peut voir tout ce qu'il y a autour, donc ça correspond à un masque si vous voulez. Et ici, on a la localisation de l'anneau de poussière que je vous ai montré ici. Et voilà la planète là, c'est Fomalhaut B. Alors ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on appelle toujours une étoile, elle a son nom, et après les planètes, on va leur donner les noms B, C, D, E, etc. Donc si on a une étoile qui s'appelle étoile, on aura étoile, c'est le nom d'étoile, et étoile B, c'est la première planète détectée, étoile C, la deuxième planète, etc. Et on peut même faire une image encore plus précise. Là, on a Fomalhaut, et là, en fait, on voit qu'il y a 3 exoplanètes qui tournent autour. En effet, on voit aussi des systèmes multiples, et ça, c'est un autre système multiple qu'on image en imagerie directe. Là, vous avez l'étoile qu'on a soustrait à la lumière, et là, vous avez la planète première détectée, donc c'est B, C, D, E. B, C, D, E. Et on voit comme cela que des systèmes multiples, on en voit plusieurs. Là, ça s'étend sur 60 unités astronomiques, période orbitale de 500 ans. Donc, on peut avoir des planètes qui tournent vraiment, qui sont très loin de leur étoile, beaucoup plus loin que même Neptune autour du Soleil. Un autre exemple qui est très beau, c'est le système Beta Pictoris. Là, c'est un système qui a une dizaine de millions d'années, donc c'est plutôt jeune, hein, avec un disque qui fait... donc là, le système est à peu près une soixantaine d'années-lumière de nous. Et regardez, donc là, on a masqué le centre pour cacher l'étoile. Et là, vous voyez ce disque de poussière qui apparaît. Et en fait, quand on fait un masque plus petit, on s'aperçoit qu'il y a une exoplanète ici. Beta Pictoris B, c'est une exoplanète.
Et ça, regardez ce cercle, ça c'est la taille de l'orbite de Saturne autour du Soleil. Donc vous voyez qu'en fait, c'est à peu près à la distance de Saturne autour de cette étoile-là. D'une masse qui a l'air assez grande, de l'ordre de 8 fois la masse de Jupiter. Donc c'est intéressant là, parce qu'on a à la fois le disque de débris, donc ça veut dire que c'est un système jeune, il y a encore des planètes qui se forment, et on voit une planète là qui s'est déjà formée ou qui est en cours de formation. Trois autres images ici, là c'est l'étoile, et là on a une exoplanète, et en fait on peut même, donc là c'est dans plusieurs bandes, et on peut même suivre ces exoplanètes au cours du temps pour voir comment elles vont orbiter autour de l'étoile. Et là vous avez une vue d'artiste avec l'étoile, le disque de poussière, les comètes et les planètes qui sont en train de se former. Voilà, donc ça c'est une image récente avec Gravity, qui est un instrument interférométrique au VLT, où là vous avez le disque de poussière et les planètes ici, B et C, les deux planètes qu'on a vues juste précédemment. Un dernier exemple peut-être, ça c'est HIP 654-26b qui se trouve à 385 années-lumière. Là on a masqué l'étoile centrale, ça c'est l'orbite de Neptune, et donc beaucoup plus loin que l'orbite de Neptune, rapportée à ce système, hein, on a une planète qui est détectée avec une masse entre 6 et 12 fois la masse de Jupiter, une température plutôt élevée, et à une distance qui est 3 fois la distance Soleil-Neptune. Et on a même ici le spectre, et peut-être qu'on détecte même de l'eau à l'intérieur de l'atmosphère de la planète. Voilà, donc aujourd'hui on arrive à faire de l'imagerie directe, ça c'est avec l'instrument SPHERE sur le VLT, qui permet d'avoir des informations plutôt précises sur les atmosphères, évidemment en utilisant des modèles atmosphériques. Et dans la lignée de cette technique de détection d'imagerie directe, on peut faire aussi la spectroscopie directe, c'est-à-dire on peut faire de la spectroscopie de la lumière en essayant de soustraire la spectroscopie du spectre de l'étoile pour avoir seulement la spectroscopie de la planète. Enfin, le spectre de la planète. Et ça, c'est un spectre acquis avec Espresso, qui est spécialement dédié à la spectroscopie des exoplanètes. Donc, je m'attends à décrire le microlensing, qui est la quatrième et dernière méthode de détection que je vais détailler. Le microlensing, en fait, utilise la déformation due à la relativité générale de l'espace-temps par une masse. Vous voyez ici, l'étoile est ici, nous sommes ici, et il y a une masse qui passe entre nous et l'étoile. Ceci a pour effet de de courber la trajectoire des rayons lumineux de l'étoile due à cette masse qui arrive entre les deux. Donc voici ici ce qu'on voit, en fait, sur la Voie lactée, là, on simule la présence d'un corps, et vous voyez que la vision change complètement lorsque le corps passe devant cette Voie lactée. Alors, si on détaille ça par rapport à nos exoplanètes, là vous avez nous, là vous avez une étoile qui est loin, et là vous avez une planète qui tourne autour d'une étoile, donc une exoplanète. Eh bien, vous voyez que lorsque la planète n'est pas sur ligne de visée, l'étoile apparaît normale, mais dès qu'elle passe devant, on a ces images-là qui sont en fait modélisées par ce qu'on appelle une caustique. Et une fois que la planète est passée, eh bien, on retrouve l'étoile complètement normale. Alors évidemment, ça se passe qu'une seule fois, puisque la planète, avec son étoile, va passer devant, puis après elle continue son chemin. Donc ça se passe qu'une seule fois. Et voici ce qu'on voit, là c'est un exemple. Vous voyez la caustique qui est modélisée, et là regardez l'observation qu'on a. Vous voyez une étoile en fait qui apparaît, qui est en fait l'étoile du fond, qui apparaît parce que l'exoplanète passe devant, sur la ligne de visée de cette étoile de fond. Donc c'est un outil qui est très pratique, puisque ça permet de détecter des étoiles et des planètes qui, sinon, resteraient complètement invisibles. Par contre, ça veut dire qu'il faut observer dans différents endroits du ciel en même temps, parce que c'est quelque chose qui est imprévisible.
Voilà, j'en ai fini avec les détections d'exoplanètes. On va maintenant passer aux propriétés des exoplanètes. On en arrive donc maintenant aux propriétés des exoplanètes. Les exoplanètes, vous voyez, il y en a plein qui ont été découvertes. On en connaît, on va voir plus de 4000. Vous voyez qu'au départ, on les détectait surtout en vitesse radiale, c'est ce qui est en bleu ici. Puis, on les a détectés beaucoup par transit. Et maintenant, en fait, la majeure partie sont détectées par transit, c'est-à-dire par éclipse, lorsque la planète passe devant une étoile. On les détecte aussi par imagerie directe, ça c'est en rouge, ou même par microlensing, ça c'est ce qui est en orange. Aujourd'hui, des exoplanètes, on en connaît, au jour d'aujourd'hui, on en connaît 4363, dont 3224 systèmes planétaires, c'est-à-dire une étoile avec plusieurs planètes, et on connaît 714 systèmes planétaires multiples. Donc ça, c'est accessible sur exoplanète.eu et on a une très grande diversité à la fois de nature d'étoiles, mais aussi de nature de planètes. Et là, vous avez par exemple ce diagramme qui est très connu dans ce domaine des exoplanètes, qui est le diagramme de masse en fonction de période orbitale. Et ce qu'on voit ici, c'est toutes les planètes détectées. Alors en rouge, par vitesse radiale, avec, vous voyez, plutôt vers les grandes masses, parce que plus on a la masse est grande, plus on déforme le mouvement de l'étoile. En bleu, par transit, vous voyez que c'est plutôt des courtes périodes, parce que pour confirmer un transit, il faut que ça repasse 2 fois devant l'étoile. Ensuite, en vert, par imagerie directe, donc là, c'est plutôt, on est sur des grandes périodes et des grandes masses. En violet, ça c'est le timing, c'est le pulsar dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est les mesures temporelles. Et en microlensing, c'est en orange. Voilà. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a plusieurs paquets. Il y a le paquet des Jupiters chauds. Vous voyez, c'est des planètes très massives, comme Jupiter, mais qui sont très proches, avec des périodes orbitales typiquement de 1 jour autour de l'étoile. Il y a ensuite des Jupiters froids, exactement comme Jupiter dans notre système solaire, qui sont massives, mais avec des périodes de l'ordre entre 100 et 1000 jours. Et puis, il y a ce qu'on appelle les super-terres. Les super-terres sont des planètes qui peuvent aller jusqu'à 10 fois la masse de la Terre et qui ont des périodes orbitales de l'ordre de 10 jours, typiquement. Enfin, il y a ce qu'on appelle les Neptunes chauds, qui ont une masse entre 10 et 100 fois la masse de la Terre et qui ont des périodes orbitales entre 10 et 100, voire 1000 jours autour de leur étoile. Alors, ça c'est un autre diagramme où là, cette fois-ci, on voit la masse en fonction de l'axe la distance en fait entre l'étoile et la planète. Et on peut voir donc avec les différentes techniques, encore une fois, où se trouvent les exoplanètes et quelles sont leurs caractéristiques. Et en fait, donc on voit ici que la Terre, elle est ici, hein, c'est ce qui est indiqué par le E, là, c'est la Terre. Ici, c'est Vénus, Mercure, Mars, Uranus, Neptune, Jupiter, Saturne. Et en fait, on s'aperçoit tout de suite en regardant ce diagramme qu'on ne connaît pas de planète qui ressemble à la Terre sur ce diagramme-là. Et ça, c'est la période orbitale en fonction du rayon de la planète. Et là, on retrouve les planètes type Jupiter, froid, les planètes type Jupiter, chaud, et là, les super-terres, donc avec un grand rayon, plus massif que la Terre, et qui sont plus proches de leur étoile. Et vous voyez la Terre, elle semble toute seule. Ça, c'est parce qu'on a encore trouvé très peu de planètes qui ont des caractéristiques très similaires à la Terre. Alors, je vais maintenant passer en revue un petit peu les différentes caractéristiques des exoplanètes. Les exoplanètes, certaines sont très massives. Là, par exemple, j'en montre une, c'est Corot 3b, qui a une masse de presque 22 fois la masse de Jupiter. Je rappelle, dans le système solaire, Jupiter est la planète la plus massive. Pour un rayon qui est quasiment le rayon de Jupiter, c'est une planète très dense, en fait, et qui tourne en 4 jours autour de son étoile. Donc, planète très massive. On a aussi des planètes qui sont géantes. Par exemple, celle-là fait 1,7 fois le rayon de Jupiter, pour une masse qui est un petit peu inférieure. Donc celle-là, elle est moins dense que Jupiter. Ça, c'est 13 4b, et qui tourne avec une période orbitale de 3,55 jours autour de son étoile. On a aussi des exoplanètes qui sont chaudes. Par exemple, Kelt 9b.
masse de 3 fois la masse de Jupiter, rayon presque 2 fois la masse de Jupiter, période orbitale 1,5 jours. Elle est très très proche de son étoile. Et en plus, c'est une étoile de type A, c'est-à-dire qu'elle est chaude l'étoile, elle fait 10 000 degrés. Le Soleil n'en fait même pas 6 000. Donc là, on a 10 000 degrés et la température de la planète, elle est chauffée. Comme elle est à 1,5 jours, période orbitale, c'est-à-dire très proche, elle est chauffée à 4600 degrés. Les exoplanètes, pour la plupart, donc, sont gazeuses. Là, vous avez un modèle de Jupiter, Saturne et Neptune, où en fait, on a un noyau à l'intérieur et après, c'est un corps de gaz avec des pressions très importantes, mais c'est principalement de l'hydrogène, de l'hélium. Eh bien, vous voyez ici un modèle pour une de ces exoplanètes où vous avez pareil un noyau ici et ensuite du gaz, hydrogène et hélium. Les exoplanètes sont parfois multiples. Là, vous avez, donc là, c'est le système solaire avec Mercure, Vénus, Terre, Mars. Et là, vous avez une étoile qui est Upsilon Andromède. Vous avez la planète B, C et D sur des orbites qui vont de 4,6 jours à 3,5 ans et avec des masses qui peuvent aller de 3 quarts de la masse de Jupiter à 4 fois la masse de Jupiter. Et ainsi des exoplanètes qu'on appelle les chtoniennes. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est des exoplanètes qui sont très chaudes. Donc par exemple Coro 7b a une masse de 3 fois la masse de la Terre, un rayon de 1,5 fois le rayon de la Terre, période orbitale de 20 heures et une température supérieure à 1000 degrés. Donc les exoplanètes chtoniennes sont des planètes telluriques qui sont chaudes et rocheuses. Et on pense que c'est un résidu planétaire d'une planète qui auparavant était plus grande, type Jupiter, chaud, et l'atmosphère s'est complètement évaporée. Et donc là, par exemple, on a ce modèle-là où on peut modéliser quelle est la composition en allant du fer à la planète gazeuse. Et on se rend compte qu'on arrive plutôt sur un modèle de planète de silicate. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment comme la planète Terre, comme si la planète Terre était auparavant le cœur d'une planète type Jupiter dont l'enveloppe se serait évaporée. Et l'enveloppe peut s'évaporer parce qu'elle est trop proche de l'étoile et donc ça fait partir toute l'atmosphère. On a aussi des systèmes qui sont très compacts. Là, par exemple, on a un système qui est le système de Kepler 11 qui est très compact avec 6 exoplanètes. Et vous voyez, là, on a le Soleil, Mercure, Vénus. Et bien, dans cette taille-là, vous avez le système de Kepler 11. Et c'est très compact parce qu'on le voit ici, ça c'est le rayon en fonction de la masse en termes de Terre, donc le rayon de la Terre, ici c'est en fonction du rayon de la Terre et là, avec la masse de la Terre. Par comparaison, vous avez Vénus et la Terre, et Uranus et Neptune, et vous voyez ici tout le système de Kepler 11 qui est en fait très compact, avec des masses qui peuvent être assez grandes, des rayons aussi qui peuvent être assez grands, et en tout cas un système qui est très compact dans le système comparable au système solaire. Donc on le voit, les exoplanètes peuvent être très diverses. Là, on a différents exemples par rapport à la taille de Jupiter, avec des grosses planètes, et puis des petites planètes, avec des rayons qui peuvent aller de 1,4 jusqu'à 19 fois le rayon de la Terre, sachant que Jupiter fait 11 fois le rayon de la Terre. Voilà donc pour les propriétés des exoplanètes. Bien, nous allons maintenant parler de zones d'habitabilité et des atmosphères planétaires. En particulier, donc voilà, je vous montre une planète et je vous pose une petite question. Est-ce que cette planète est habitable? Alors, c'est une planète rocheuse, donc ça c'est un bon point. Par contre, elle n'a pas d'atmosphère. Donc ça veut dire que la température va être très chaude côté étoile et très froide de l'autre côté. Alors que si on veut de l'eau liquide, il faut que la température reste entre 0 et 40 degrés. Et ça va être gardé par une atmosphère qui va homogénéiser la température autour de la planète. Il faut aussi qu'il y ait du carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, phosphore et soufre, ça s'appelle des schnops. Bien sûr, après, il faut du temps pour faire de la vie. Donc, typiquement, le Petit Prince est sur une planète qui n'est pas habitable. Alors, qu'est-ce que c'est que la zone d'habitabilité? Eh bien, c'est ce qu'on vient de voir, c'est une zone, un endroit où vous êtes ni trop loin ni trop proche de l'étoile. C'est la zone boucle d'or, des fois on l'appelle, pour que s'il y a une atmosphère sur une planète rocheuse, la température soit entre 0 et 40 degrés. Donc évidemment, cette zone d'habitabilité dépend
de la température de l'étoile. Si l'étoile est température plutôt faible, alors la zone d'habitabilité va être proche de l'étoile. Si la température est grande, alors la zone d'habitabilité va être plus loin de l'étoile. Là, c'est représenté dans ce diagramme, on a la masse de l'étoile en fonction de la distance. Vous voyez que pour le Soleil, la zone d'habitabilité se situe typiquement entre Vénus et Mars. Ça tombe bien, la Terre est dedans. Et là, c'est pour le cas de Gliese 581, où la zone d'habitabilité passe ici. C'est-à-dire qu'il y a certaines planètes du système multiple qui sont dans la zone d'habitabilité, mais pas toutes les planètes. Et là, vous avez encore quelques autres exemples avec une étoile de type M, donc une étoile froide, une étoile de type K, une étoile de type G comme le Soleil. Et vous voyez que, eh bien, généralement, on a beaucoup plus d'étoiles de type M que d'étoiles de type G parce que les étoiles de type M sont moins massives. Elles vont aussi vivre beaucoup plus longtemps. Par contre, il y a un souci, c'est que le rayonnement en rayons X est beaucoup plus important sur ces étoiles-là que ces étoiles-là. Donc ça veut dire que ce n'est pas la meilleure propriété pour développer de la vie. Et là, vous avez un diagramme de la masse de l'étoile en fonction du rayon de l'orbite. Et là, vous avez en fonction de différents types d'étoiles, vous avez le Soleil avec la Terre qui est là, et vous voyez la zone d'habitabilité qui est ici. Donc il y a différents types de zones d'habitabilité. Ça, c'est pour des planètes terrestres, on va dire sèches, des planètes type Terre, et puis après des planètes à atmosphère d'hydrogène. Et on le sait, on sait qu'autour des planètes type Jupiter ou Saturne, il y a des satellites avec, sous la surface, des océans d'eau liquide. Et dans ce cas-là, l'eau liquide elle est chauffée par les forces de marée créées par la planète géante sur le satellite. Donc, zone d'habitabilité ne veut pas dire qu'il va y avoir possiblement de la vie juste ici. On peut aussi sortir de cette zone-là, mais il faut une source de chauffage qui peut être une planète géante pour alimenter et pour chauffer un océan d'eau liquide sous une surface de planète, par exemple, de satellite. Là, vous avez la température de l'étoile en fonction du flux incident. Donc, la température du Soleil, typiquement, c'est 5500 degrés. Et on voit que la Terre, eh bien, elle est par là, c'est-à-dire dans la zone habitable autour du Soleil. Et si vous allez vers des étoiles qui sont plus froides, il faudra que la zone habitable sera plus proche. Les étoiles qui sont plus chaudes, la zone habitable sera plus lointaine. Et donc on en arrive à cette classification de planètes dites habitables, des exoplanètes potentiellement habitables, avec un indice de classification, un indice de probabilité en fonction du nombre de caractéristiques qui vont être présentes pour que la vie puisse se développer. Donc évidemment, la Terre a un indice de 1, Mars a un indice de 0,64, Jupiter a un indice de 0,12, et vous voyez qu'il y a différentes exoplanètes qui ont des indices qui sont compris entre 0,6 et 0,87, par exemple pour Proxima Centaurus b. Et là, on a un diagramme qui nous montre la température de l'étoile en fonction du flux stellaire. Donc la température de la Terre, du Soleil, elle est par là. Donc la Terre, elle est ici, vous voyez. Et en fait, on a différentes possibilités d'habitabilité avec un effet de serre qui peut être soit divergent, comme pour Vénus, soit un effet de serre qui est quasiment inexistant, comme pour Mars. Vous voyez que la Terre, elle se place vraiment à la bonne distance dans cette zone d'habitabilité. C'est normal, elle est habitée. Mais on peut imaginer plein d'autres systèmes qui soient habitables. En fait, on a aujourd'hui déjà plein d'exoplanètes qui potentiellement peuvent être habitables en fonction de leur taille, en fonction de leur distance à l'étoile, en fonction de si elles ont une atmosphère. Évidemment, tout cela dépend de la composition et des caractéristiques de l'atmosphère. Et là, maintenant, je montre la température en fonction de la masse de ces planètes-là. Donc là, on a Jupiter, Neptune, ça c'est la Terre qui est ici. Donc là, on a les planètes type Terre, les planètes type Neptune chaud, les planètes type Jupiter chaud. Et en fonction de ces différentes caractéristiques, eh bien, on va avoir des planètes qui sont habitables ou pas.
on va avoir des planètes qui peuvent avoir un océan liquide sur toute la surface en fonction de la température de l'atmosphère, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités et on peut jouer avec tout ça pour voir quelles sont les planètes dont les caractéristiques sont les plus habitables. Et je finirai avec ce diagramme qui montre le rayon des planètes en fonction de la masse. Alors ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de voir quelle est la caractéristique de ces planètes-là. Et en partie, on peut jouer avec des modèles où la planète va être une planète océan, recouverte complètement d'eau liquide, ou alors ça va être des planètes type tellurique, mais de fer. C'est recouverte uniquement de fer à la surface. Et entre ça, on peut jouer là-dessus. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'exoplanètes pour lesquelles on a des barres d'erreur qui sont quand même assez grandes, mais on peut très bien avoir des planètes qui vont de la planète océan à des planètes qui sont, par exemple, type Mercure, où il n'y a pas du tout d'eau, ou un tout petit peu d'eau. Et maintenant, ça c'est je vous montre un spectre qui est très intéressant, qui est en fait le spectre de la Terre. C'est-à-dire, c'est le spectre qu'on pourrait voir de la Terre si on l'observait à grande distance. Et bien là, dans ce spectre-là, on va voir qu'il y a de l'eau, on va voir qu'il y a du CO2, on va voir qu'il y a du méthane et qu'il y a de l'ozone. Et ça, c'est ce qu'on appelle les singularités. Toutes les atmosphères ne comportent pas ces éléments-là. Et quand on voit une planète qui a comme ça de l'eau, du CO2 et de l'ozone, ben on peut se dire que peut-être que la vie a pu se développer, ou même est encore présente, sur ce type de planète. Donc là, on sait que c'est la Terre, donc on sait qu'il y a de la vie. Mais si on détecte ça avec les prochains télescopes sur une atmosphère d'exoplanète, on pourrait se dire que peut-être il y a de la vie sur ces planètes. Par exemple, prenons le cas de Proxima Centauri b. Ça, c'est donc la planète qui se trouve la plus proche de nous, en dehors du système solaire, à côté de l'étoile Proxima Centauri. Et donc là, vous avez d'abord des vues d'artistes. Vous avez ici, en fait, un système triple. Proxima Centauri fait partie d'un système triple d'étoiles, avec Alpha du Centaure qui est l'étoile principale. Et on a une planète qui s'appelle Proxima Centauri et B qui orbite en 11,2 jours autour de Proxima Centauri. Donc elle se trouve dans la constellation du Centaure, observée avec différents télescopes. Là, vous avez une vue d'artiste de ce qu'on pourrait voir. Ça, c'est Alpha Centauri. Et Proxima Centauri se trouve là. Ça, c'est l'étoile qui n'est pas très brillante. Hein. C'est l'étoile la plus proche de nous. Eh bien, cette étoile-là, qui est une naine rouge à 4,23 années-lumière, il y a une planète autour qui tourne en 11,2 jours. Et là, c'est le rayon en fonction de la masse. Ici, vous avez la Terre, par exemple. Là, vous avez une planète en rouge, c'est le modèle de planète complètement rocheuse. Et en bleu, un modèle avec une planète océan. Et en fait, Proxima b, vous voyez, c'est caractérisé par ce petit rectangle-là, peut aller d'une planète qui est presque totalement rocheuse à une planète qui est presque totalement recouverte d'océan. Donc en fait, on ne sait pas comment est cette planète. On pourrait très bien aller là-bas, ça nous prendrait à peu près plusieurs dizaines de milliers d'années, et tomber sur une planète qui est type Mercure, c'est-à-dire sur laquelle on ne pourrait pas se développer. Ou alors aller là-bas et on aurait une planète type océan, donc le royaume des surfeurs. Juste pour vous montrer quand même les différentes tailles, ici c'est le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre. Eh bien, en comparaison, à l'échelle, l'étoile Proxima du Centaure, elle est là, et l'exoplanète, elle est ici. C'est-à-dire qu'elle est bien plus proche de son étoile que ne l'est Mercure du Soleil. Mais attention, cette étoile-là est bien moins massive et moins lumineuse que le Soleil. Vous vous rappelez peut-être tout à l'heure, je vous ai dit, les étoiles type M, par exemple, sont en effet moins lumineuses, moins massives, mais émettent beaucoup plus de rayons X. Donc c'est potentiellement plus dangereux. Alors il y a aujourd'hui un projet qui s'appelle Breakthrough Starshot, qui est d'envoyer des milliers de sondes de à peu près 1 gramme, qui seraient équipées de voiles solaires, du type de celle-là, propulsées par un laser depuis la Terre, avec une puissance de 100 gigawatts, vers Proxima Centauri, accéléré jusqu'à une vitesse de 0,2 la vitesse de la lumière, donc 20% de la vitesse de la lumière, eh bien on atteindrait, enfin pas nous, mais ces voiles-là, ces petites
sonde atteindrait Proxima Centauri en à peu près 20 ans de voyage, prendra une photo, nous envoie la photo. Comme la lumière met 4 ans pour faire la distance Soleil-Proxima Centauri, 4 ans plus tard, on aurait l'image, et là, on verra si c'est une planète type Mercure ou une planète type Océan. Je vous en présente un dernier exemple, c'est TRAPPIST 1. C'est 7 planètes qui sont à peu près de la taille de la Terre, en orbite autour d'une étoile naine. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant ici, c'est que on a toutes ces planètes qui orbitent autour de TRAPPIST 1, et par comparaison, regardez, on peut même plus comparer avec le Soleil et les planètes telluriques. La meilleure comparaison au niveau de la taille, c'est de comparer avec Jupiter et le système de satellites de Jupiter. En fait, c'est un système qui est extrêmement compact, qui tiendrait dans le système Jupiter et ses satellites. Et peut-être quelques planètes habitables là-dedans. Ça, c'est les transits, et ça, c'est justement les orbites de ces planètes autour de l'étoile. Et peut-être quelques planètes qui sont habitables, en particulier les planètes D et E qui peuvent potentiellement être habitables. En tout cas, la NASA a déjà prévu de faire au moins des images d'artistes pour imaginer des voyages dans le futur avec des gens qui arriveraient sur le système de TRAPPIST 1 et qui survoleraient TRAPPIST 1E pour peut-être s'y installer. Et là, vous voyez le système planétaire avec toutes les planètes qui sont visibles. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, les exoplanètes, le sujet intéressant aujourd'hui, qui intéresse beaucoup les astronomes, c'est leur atmosphère. En effet, je l'ai dit tout à l'heure, on peut détecter l'atmosphère par un transit de planètes, devant l'étoile ou lorsqu'elle s'éclipse derrière l'étoile. Et ça permet d'avoir des informations sur la composition atmosphérique. On peut aussi faire des modélisations, ça par exemple c'est une simulation atmosphérique d'une exoplanète. Et après, on combine les simulations avec les observations pour voir quelle est la composition de l'atmosphère, sa température, les vents, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, on a pas mal d'observations qui nous permettent d'alimenter ces modélisations et de voir comment sont les atmosphères de ces exoplanètes. Et là, par exemple, je vous montre un exemple où on voit ça, c'est l'observation d'un transit d'une planète. Et en bleu, vous avez ce qui s'ajoute. Là, c'est la contribution de l'atmosphère. Donc, c'est tout petit, mais en fait, grâce à plein d'observations et des modélisations poussées, eh bien, on arrive à distinguer l'atmosphère de l'étoile. Et ça, c'est c'est l'explication ici. La planète qui passe devant l'étoile, ça, c'est la lumière de la planète qui passe derrière l'étoile. Et on peut, en soustrayant la lumière de la planète, en soustrayant la lumière de l'étoile de la lumière totale, on a la lumière de la planète et on peut avoir de l'information sur les atmosphères. Évidemment, c'est les atmosphères qui nous diront si la planète est habitable ou pas. Alors, j'en viens maintenant aux observations. Quelle heure il est? 0h50, c'est pas mal. Est-ce que ça filme toujours? Oui, ça filme toujours. Donc, je vais peut-être essayer de finir rapidement si je peux. Je reviens maintenant aux observations. Voilà, donc on a des télescopes au sol qui sont de plus en plus grands, de plus en plus nombreux. Là, on a les 4 télescopes du VLT au Chili, avec des techniques d'observation aussi qui permettent de s'affranchir de l'atmosphère en optique adaptative. On a aussi des télescopes type COROT ou Kepler qui ont détecté des transits. En particulier, Kepler a effectué plus de 100 000 observations pendant plus de 3 ans et a détecté plus de 3000 exoplanètes, certaines encore candidates à confirmer. Ensuite, il y a des satellites tels que TESS ou KEOPS, dont le but est d'observer les exoplanètes, pardon. Et il y a encore plein de projets qui sont en cours. Aujourd'hui, il y a un projet de télescope spatial qui devrait être lancé normalement en 2022, un télescope spatial de la NASA qui est le James Webb Space Telescope.
Télescope de 6,50 m, formé de miroirs hexagonaux qui se replient sur eux-mêmes pour pouvoir être lancés, avec un bouclier thermique placé au point de Lagrange L2. C'est pour ça que vous voyez ici le système Terre-Lune à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Et puis il y a Plateau qui va observer aussi les transits. Plateau, il est là et qui devrait donc observer les transits d'exoplanètes. Le Sol n'est pas oublié pour autant, ça c'est le Extremely Large Telescope. Vous voyez ici, par comparaison, ce télescope fait à peu près 38 mètres de diamètre. Et là, vous avez des gens, là. Je ne sais pas si vous les voyez, voilà, on a des gens ici. Donc ce sont il y a plein de projets comme ça, et le but là, de ces projets-là, c'est de détecter la composition des atmosphères des exoplanètes telluriques pour rechercher les singularités, en particulier pour rechercher les singularités dues à l'activité biologique. C'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure, nous sur Terre, on détecte H2O, CO2, ozone, mais on essaie de détecter ça sur les autres exoplanètes. Donc voilà, vous voyez qu'on a aujourd'hui une grande diversité d'exoplanètes avec des petites étoiles, des grosses étoiles, des exoplanètes qui sont grosses et très près de l'étoile, d'autres qui sont plus petites et peut-être plus loin de l'étoile, etc. En tout cas, la recherche, la quête des exoplanètes continue, ça c'est sûr. Et en fait, ce qu'on veut, eh bien, ce qu'on voudrait bien, c'est détecter, pourquoi pas, d'exoplanètes sur lesquelles on pourrait trouver des signes, des singularités de vie. Donc là, on a un spectre qui vous montre la Terre, une super Terre, un spectre avec un mini Neptune, un spectre de Vénus. Et l'idée, ce serait de trouver un spectre qui nous montre qu'il y a des singularités biologiques. Alors juste pour un petit clin d'œil maintenant, donc là je vous ai parlé de recherche de vie possible sur les exoplanètes. Eh bien on a aussi essayé de lancer des bouteilles à la mer pour voir si les extraterrestres ne pourraient pas nous repérer. Donc ça c'est Pioneer 10, lancé en 1972. Il y a une plaque mise sur Pioneer 10 où on voit un homme et une femme qui sont donc les habitants, enfin, certains habitants de la Terre. La Terre étant située ici, troisième planète du système solaire, vous avez le Soleil ici et le système solaire, vous avez la sonde qui fait ce trajet-là. Ça, c'est la position du système solaire par rapport à des pulsars, c'est-à-dire des étoiles qu'on peut facilement identifier dans le ciel. Et ça, c'est l'atome d'hydrogène pour montrer qu'on maîtrise la technologie atomique. Voyager 1 et 2 sont aussi des sondes qui contiennent un disque avec les sons de la Terre. Ces sondes-là ont été lancées en 1977 avec un disque d'or et un message de Jimmy Carter, président des États-Unis, qui disait « Ceci est un présent d'un petit monde éloigné, une marque de nos sons, de notre science, de nos images, de notre musique, de nos pensées, de nos sentiments. Nous essayons de survivre à notre temps, de sorte que nous puissions vivre dans le vôtre. » Voilà, c'est un message aux extraterrestres. Alors, on les recherche aussi, ça c'est Search for Extraterrestrial Intelligence. On imagine que s'il y a communication interstellaire, si des civilisations intelligentes existent et qu'elles veulent nous contacter, eh bien elles nous contacteront par l'hydrogène, c'est-à-dire en nous envoyant un signal radio. C'est le moyen le plus simple puisque l'hydrogène est abondant dans l'univers. Bien sûr, une communication prendrait longtemps, au minimum un siècle, pour se dire très peu de mots. Donc aujourd'hui, il y a des radiotélescopes comme Arecibo ou le FAST en Chine, qui est un télescope de 500 mètres de diamètre. Alors, il y a l'équation de Drake, qui est assez connue, qui date des années 60, en fait, qui essaie de calculer combien il y a de civilisations extraterrestres. Donc en multipliant le taux de formation d'étoiles dans la galaxie par la fraction d'étoiles autour desquelles se trouvent les systèmes planétaires, en multipliant par le nombre de planètes présentant un environnement favorable à la vie, en multipliant par la fraction de ces planètes sur lesquelles la vie est effectivement apparue, multipliant par la fraction sur lesquelles une vie intelligente est apparue, en multipliant par la fraction de civilisations qui ont développé une technologie susceptible d'envoyer des signaux détectables dans l'espace, et en multipliant par L qui est la durée moyenne en années pendant laquelle ces civilisations envoient des signaux dans l'espace. Et quand on calcule tout ça, eh bien on trouve que, en gros,
il y a à peu près, en moyenne, une civilisation qui existe dans l'univers. Enfin, en tout cas, dans notre galaxie. Donc, vu que nous, on est là, ben, ça ne laisse pas beaucoup de place à d'autres. En fait, quand on change des paramètres de ce type-là, on se rend compte il peut y avoir d'autres civilisations, mais qui soit ont existé avant nous, soit existeront après nous, mais avec lesquelles on ne peut pas communiquer facilement. Donc ça, c'est l'équation de Drake, et ça nous amène au paradoxe de Fermi, qui est de dire qu'il y a beaucoup d'étoiles dans notre galaxie, il y a beaucoup de galaxies, donc où sont les extraterrestres? Enrico Fermi a formulé ce paradoxe en disant il existe plusieurs centaines de milliards d'étoiles dans notre galaxie. Si nous faisions un voyage de 50 années-lumière, par exemple tous les 100 000 ans, on va vers un nouveau système planétaire. Vu que notre galaxie fait 100 000 années-lumière, il faudrait qu'on fasse 2000 de ces voyages-là. Et on s'installe quelque part, on reste quelque temps. Après, on se redéplace à un autre système, etc. Donc, on fait 2000 fois un voyage de 50 années-lumière. Eh bien, on a exploré toute la galaxie en 200 millions d'années, ce qui est très très peu par rapport à la vie de notre galaxie qui a 12 milliards d'années. Donc, c'est rapide, mais personne n'a encore été vu. Donc, ce que Fermi disait, c'est que s'il existe des civilisations extraterrestres, pourquoi on n'en a vu aucune? Et une possibilité, c'est de dire que peut-être il y en a d'autres, mais qu'elles ne vivent pas en même temps que nous de façon simultanée. Certains répondent aussi, c'est comme plonger un verre dans un océan, et après avoir constaté qu'il est vide, affirmer qu'il n'existe pas de poissons dans l'océan. Voilà, je vais finir par des questions. Les planètes sont-elles rares? Non. Autour de quel type d'étoiles se forment-elles? Surtout des étoiles naines, qui sont les plus nombreuses. Quelle composition d'atmosphère recherchée? On recherche H2O, CO2, ozone. Et aujourd'hui, on a une bonne idée de comment se forme le système planétaire par agrégation de matière, par migration. Et la vie dans tout ça, eh bien, on n'en sait pas grand-chose. Et je vais donner un exemple que donnait souvent André Braque, qui est mon mentor en exobiologie, qui disait les Piraas, une tribu amazonienne, comptaient 1, 2, beaucoup. Donc voilà, là j'ai la transcription phonétique de 1, 2, beaucoup de cette tribu amazonienne. Et finalement, on n'est pas beaucoup plus avancé qu'eux, puisque nous, on n'a même pas besoin de compter jusqu'à 2. On connaît qu'une civilisation extraterrestre, on ne connaît pas encore le numéro 2. Qui va le découvrir? Soit les chimistes dans un labo en créant de la vie, soit en explorant le système solaire, soit en regardant les exoplanètes, soit SETI, soit c'est des visiteurs extraterrestres qui vont venir nous voir. Voilà, et je vous donne une bibliographie pour vous permettre d'aller plus loin dans ce sujet qui est passionnant. Et je vous dis merci de votre attention.